Le 1er mars 1912, elles organisent pour la première fois sans préavis une action massive de bris de vitres. Les autorités sont prises au dépourvu. Ce qui s'est passé, c'est que des femmes de la classe moyenne sont descendues dans la rue avec leurs robes longues, les mains dans leurs manchons, où elles cachaient un tout petit marteau. Et à l'heure dite, à 5 heures, elles ont sorti leur marteau et ont brisé toutes les vitrines. Dans le délit graphique du 12 mars, la description est impressionnante. Le West End londonien a été hier soir le théâtre de vandalisme sans précédent perpétré par les suffragettes. Les femmes ont voulu promouvoir leur cause en faisant des milliers de livres sterling de dommages sur les vitrines des magasins de l'Ouest londonien. Des bandes de femmes paradaient dans Regent Street, Piccadilly, The Strand, Oxford Street et Bond Street, brisant les vitrines à l'aide de pierres et de marteaux. Dans tous les quartiers, le saccage était soigneusement préparé et organisé. Il avait lieu si soudainement que les commerçants voyaient leurs propriétés endommagées avant même qu'ils n'aient pu faire quoi que ce soit. Elles n'utiliseront plus le militantisme pour résister, mais pour intimider. Christabel Pankhurst a d'ailleurs employé le mot terrorisme à 2 ou 3 reprises et a publié des articles sur ces nouvelles stratégies. Quelques semaines plus tard, elle récidive plus radicalement encore et s'attaque à des bâtiments officiels. Plus de 200 suffragettes sont arrêtées. Les suffragistes s'inquiètent et surtout ne comprennent pas cette stratégie jusqu'au boutiste. Parce que l'un des arguments des membres de la WFL, la Ligue pour la liberté des femmes, était que la contestation devait être logique, que l'incendie criminel ne rimait à rien pour les gens ordinaires. Brûler une église, qu'est-ce que cela a à voir avec le droit des femmes de résister à un gouvernement qui ne les reconnaît pas ? Mrs. Fawcett est horrifiée et commence à voir les suffragettes comme des femmes furieuses et indisciplinées qui retardent la cause du vote parlementaire en faveur des femmes. Il faut dire que souvent, le public ne distinguait pas les organisations entre elles, ce qui était un énorme problème pour la NUWSS, l'Union nationale des sociétés pour le suffrage des femmes. C'était arrivé au point où, quand elles faisaient des réunions publiques, comme les gens croyaient que c'était des suffragettes, ils leur jetaient des pierres et des œufs pourris. Et elles n'arrivaient pas à leur faire comprendre qu'elles n'étaient pas celles qu'ils voulaient attaquer. En mars 1912, la police investit le quartier général des suffragettes. Emmeline est déjà en prison. Sa fille Christabel s'enfuit alors pour la France. Je crois que Christabel et sa mère avaient déjà prévu que si l'une d'elles allait en prison, l'autre devait s'enfuir en France. Christabel tente alors de diriger le mouvement des suffragettes depuis Paris. Le mouvement devient plus clandestin, plus subversif. Elles doivent déplacer sans arrêt les dirigeantes, qui ne peuvent plus avoir d'adresse fixe comme avant. Le WSPU devient de plus en plus isolé. Plus en plus isolé dans cette violence active, dans ces techniques d'action directe, violente. En mai 1912, les leaders de la WSPU sont jugés pour conspiration et incitation à la violence. La réussite de ce procès tient dans le fait que la défense de la WSPU ou des suffragettes parvient à convaincre les jurés que si les accusés sont techniquement coupables, elles ne le sont pas moralement.
Et le jury accepte en gros la distinction que les suffragettes font depuis une décennie entre l'esprit et la lettre de la loi. Le jury dit en substance, oui, vous conspirez, mais vous conspirez parce que vous êtes attaqué par le gouvernement qui ne veut pas vous écouter et que vous n'avez pas d'autre recours. C'est vraiment génial, je trouve. Mais c'est la dernière fois, parce que cela arrive au moment où la violence de la WSPU va encore s'intensifier. Et la pression sur le gouvernement s'accroît aussi. En 1913, conscient que les grèves de la faim et le gavage forcé des suffragettes ne font que nuire à son autorité, le gouvernement fait voter une nouvelle loi qui va ne faire qu'aggraver les choses, une suspension de peine temporaire que les suffragettes surnomment le Cat and Mouse Act. Mais en 1914, les suffragettes sont dans une impasse. Les préoccupations des Britanniques sont tout autres. Le Royaume-Uni s'engage dans la Première Guerre mondiale. En fait, la Première Guerre mondiale a enfin fourni une issue à l'impasse qui avait été atteinte en 1914. En 1914, la WSPU avait vraiment, dans son utilisation croissante de la violence, créé un blocage au Parlement. Si le Parlement accordait leurs droits aux femmes parce qu'elles étaient des terroristes, ce n'était pas un très bon exemple pour le suffrage démocratique. D'un autre côté, les militantes ne pouvaient pas reculer. Mais quelques jours après les débuts de la guerre, Emmeline Pankhurst obtient du gouvernement que toutes les suffragettes emprisonnées soient libérées. En échange de quoi, la WSPU s'engage à cesser toute violence et même à soutenir l'effort de guerre. Emmeline Pankhurst recrute ce qu'on a appelé les munitionnettes, c'est-à-dire toutes ces jeunes ouvrières. Elle faisait des recrutements, des tournées pour les convaincre d'aller travailler en usine. Cécile Révauger. Alors, les loges de la Grande Loge féminine de France. Oui, donc les loges d'adoption. Oui, voilà. Alors, ces loges d'adoption, elles vont évoluer après-guerre, en fait. Puisqu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale ou la après Première la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et ce n'est pas un hasard, là non plus, ça veut dire que les femmes en France, comme ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont pris des responsabilités, forcément, puisque les hommes étaient au combat. Et elles ont, ce n'est pas pour rien qu'elles obtiennent le droit de vote en France en 1945. Et la même année, exactement la même année, se fonde la Grande Loge féminine de France, qui avait à l'époque un autre nom, à partir de 3 loges d'adoption, donc ces anciennes loges. Et là, on va voir que ce sont des femmes, oui, on pourrait dire ce sont des premières féministes, parce que elles... parce que les membres du droit humain n'étaient pas féministes, elles. Ah, mais si, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Bien sûr, surtout d'ailleurs en Angleterre, elles ont participé énormément au combat pour les droits des femmes. Vous avez sans doute entendu parler de ces suffragettes. Eh bien, un grand nombre de suffragettes appartenaient aux droits humains en Angleterre, par exemple. C'est intéressant à noter, oui, cela. Tout à fait, tout à fait. Alors, à partir de 1945, elles ont obtenu le droit de vote, certes, mais tout est à construire. Donc, on va trouver des femmes qui vont s'intéresser... aux questions de droits des femmes, aux questions d'égalité dans le travail. Et alors, quelques années plus tard, ça sera aussi des questions telles que la contraception, l'avortement, voilà.